Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette 25e édition des Rencontres d'Averroès. Et donc, troisième moment, troisième rendez-vous, troisième table ronde. Après avoir exploré les textes, les imaginaires et les valeurs, nous allons parler de pratiques et de mouvements de contestation. Et donc, je dois excuser notre ami de RFI, Daniel Desesquelles, qui a eu il y a 2 jours un accident de scooter et donc qui est avec une fracture du péroné, et donc il ne pouvait pas être sur la scène aujourd'hui. Et donc j'ai la lourde tâche de le remplacer pour animer ce débat. Donc des rencontres qui ne me sont pas tout à fait étrangères, et des invités non plus. Mais c'était pas prévu ainsi, et donc je suis heureux d'essayer d'improviser avec vous ce moment. Pour cette chorégraphie improvisée, on a la chance d'avoir des acteurs de premier plan. Et donc, en premier lieu, Zeynep Direk, qui est philosophe, qui nous vient d'Istanbul, qui a beaucoup travaillé sur les questions de construction de la différence sexuelle, de l'expérience érotique de la différence sexuelle, qui n'a pas publié de livres en français, mais qui a beaucoup publié en turc et en anglais, et qui nous vient donc d'un lieu, de l'université Koç à Istanbul, où beaucoup de débats d'idées sur les questions du féminisme, du genre, du rapport à l'universel ont lieu. Rania Moufok, qui est journaliste, essayiste, qui vient d'un petit peu plus près, parce qu'il vient juste en face d'Alger, qui a participé des numéros de la pensée de midi sur Alger, qui est donc a beaucoup suivi les questions de débat autour de l'Algérie, de la guerre d'Algérie, et puis évidemment de la place des femmes, et donc on est très heureux qu'elle soit parmi nous aujourd'hui. Mohamed Kerrou, qui vient de Tunis, qui est anthropologue et qui a notamment contribué à ce dictionnaire de la Méditerranée qu'on avait présenté il y a 2 ans, notamment en ayant écrit sur le voile. Il a fait un livre qui s'appelle Hijab, Nouveau voile et espace public, qui est donc ethnologue et qui regardera ces questions de relations entre les sexes et les genres en Méditerranée, d'une rive à l'autre, puisqu'il a aussi résidé à Marseille, à Liméra, il y a quelques années, et il a quelques habitudes dans des bons cafés marseillais. Et puis Leila Tawil, qui travaille sur la pensée critique dans l'islam contemporain, qui elle est actuellement d'ailleurs résidente à Liméra, dans le cadre de la chaire Averroès, dont Yad Ben Achour, qui était là hier, est le premier titulaire qu'on avait présenté l'année dernière. Donc toujours l'idée de l'avoir de la pensée critique. Et il fait signe, Yad Ben Achour est dans la salle, donc on le salue. C'est important d'avoir voilà, des figures qui essaie d'ouvrir un espace de pensée. Et donc Leila Tawil travaille notamment sur la pensée de Mohamed, du philosophe islamologue Mohamed Harkoun, mais aussi elle vient de sortir un livre sur les féminismes arabes, un siècle de combat, aux éditions L'Harmattan. Et Mohamed Kerrou vient de sortir aux éditions Cérès, L'autre révolution, à propos de la révolution tunisienne. Alors vous avez vu que ce qui est à mon avis, fait une partie de la sève de ces rencontres d'Averroès, c'est qu'il y a toujours des controverses qui naissent, et il n'y en a pas eu une pas plus tard que tout à l'heure. Et j'ai salué justement Geneviève Fraisse pour avoir mis les pieds dans le plat, parce que justement, on est bien dans cet aller-retour entre les 2 rives, on est bien, non pas dans des débats d'identité, un terme qui m'est assez étranger, mais qui est plutôt dans le champ, je dirais, du débat d'idées inscrit dans la cité. Et au fond, de ce qui relève finalement du politique, et qui nous permettent de comprendre ce qui se joue à notre époque. J'aime volontiers citer Hannah Arendt, qui, dans Qu'est-ce que la politique, a une formule très, très juste, qui dit « La politique prend naissance dans l'espace qui est entre les hommes ».
C'est un texte des années 50. Alors on pourrait peut-être ajouter pour les rencontres d'Averroès, c'est un espace qui prend naissance dans les relations entre les hommes et les femmes, ou entre les sexes. Et je pense qu'on va, chemin faisant, cet après-midi, essayer de toucher à ces questions politiques, en même temps avec leur vivacité de tout ce qu'ils peuvent situer. Donc on va commencer par circuler en Méditerranée, et je vais commencer par aller à Alger. Enfin, nous allons voyager à Alger avec Rania Moufok pour partir d'un moment historique, pour aller tout de suite, au contemporain, mais un moment historique qui a toujours une énorme place dans le débat en Algérie, mais aussi en France. Ces débats mémoriels sont très puissants, qui est donc la question de la guerre d'Algérie, de la place des femmes dans cette guerre d'Algérie, et de comment, au fond, il y a eu une façon de rendre invisible, chemin faisant, ce rôle des femmes. Donc comment ça se joue à partir de ce moment historique de la guerre qui, puisqu'on parle de mouvement de contestation, Dieu sait si ça a été un mouvement d'une grande vivacité. Rania Moufok. Bonsoir. Alors vous êtes une salle très impressionnante, il y a énormément de monde et en plus vous êtes dans l'obscurité. Je peux mettre un peu de lumière d'ailleurs. Donc c'est assez impressionnant, mais je vais en profiter avant de répondre à la question de Thierry pour vous avertir. N'attendez pas de moi que je vous fasse la chronique et la litanie des plaintes des femmes algériennes, arabes et musulmanes, victimes de leurs frères, de leurs pères, du terrorisme, etc., etc. Ce qui m'intéresse, ce sont les processus, les mouvements, le changement et les résistances. La guerre d'Algérie, ce qu'on appelle la guerre d'Algérie depuis ici, et ce que nous appelons en Algérie la guerre de libération nationale, est un de ces moments forts des résistances des femmes algériennes. Alors, comme les féministes du reste du monde, est posée la question de savoir si les femmes algériennes ont une histoire. Alors oui, elles ont une histoire. Et il suffit de lire les livres d'histoire, les témoignages des militants, pour se rendre compte qu'elles ont une histoire. Elles sont de partout, sur toutes les pages. Il n'est pas un moment de la guerre de libération nationale où les femmes ne sont pas présentes à côté des hommes. Et pourtant, une lecture attentive et féministe montre qu'elles sont omniprésentes et en même temps invisibles. Elles sont dites de partout, mais il n'y a pas leur présence. Et alors, on arrive à la question suivante. Qu'est-ce qui fait, pour une fille de ma génération, on va tenter de les rendre visibles, de rendre visibles ces femmes dans la guerre de libération nationale, mais surtout de questionner la construction de l'invisibilité. Alors, en lisant ces livres, on voit qu'elles sont omniprésentes. Je travaille actuellement sur les femmes dans la Fédération de France, qui était donc le FLN en France. Et j'ai été frappée par cette omniprésence, et j'ai été également frappée par une phrase d'un homme qui a été l'un des leaders donc de la Fédération de France et qui était chargé de la communication et qui écrit au détour d'une démonstration. Son livre est énorme. Il s'appelle Ali Haroun et ça s'appelle La 7e Wilaya, puisque c'est ainsi, c'est un livre de référence, puisque c'est ainsi qu'on appelait la Fédération de France en France. Et il écrit la chose suivante. Nous avions, je dis de mémoire, nous avions décidé de ne pas compter les femmes, au même titre que les étrangers. Donc, tout fonctionne comme si les femmes algériennes arrivaient dans la guerre un peu comme des choses étranges et étrangers. Et en fait, plus on lit, plus on s'aperçoit que les femmes algériennes n'étaient pas attendues dans la guerre de libération nationale. Elles n'étaient pas attendues par le FLN, qui va être le dirigeant donc de cette guerre, ni par les forces de police, ni par les forces coloniales. Personne ne les attendait et pourtant, elles vont être là et elles vont s'imposer. Donc elles ont pris leur place. Elles vont prendre leur place. Parce qu'on parle de mouvements de pratique et de mouvements de contestation, c'est pas quelque chose où elles ont été invitées à. Elles se sont mobilisées
elles ont pris leur place, elles ont mené des combats. Et donc le fait de, aujourd'hui, pour être dans un aller-retour, puisqu'on n'est pas là dans un débat historique, mais dans un débat très contemporain, au fond, relire la guerre d'Algérie au féminin, c'est une façon de changer la perception, changer le regard que l'on peut avoir de cette histoire pour la relire avec un autre enjeu contemporain, une autre façon de décrire l'histoire aujourd'hui en Algérie. C'est bien ça? Oui, absolument. Si vous voulez, par-delà rendre visibles ces femmes et questionner l'invisibilité. Et l'invisibilité, on a l'habitude, et c'est une constante de l'histoire des résistances des femmes algériennes, mais de l'ensemble, je pense, de l'ère dite arabo-musulmane. On se dit, quand on parle un peu hâtivement, en fait, c'est les mentalités, c'est la religion, c'est la culture. Mais en fait, pas du tout. Quand on réfléchit sérieusement à la question, on s'aperçoit que cette invisibilité est une construction politique qui répond à des enjeux politiques. De rendre invisible la moitié de la population n'est pas un hasard. C'est une construction politique. Et par exemple, à l'indépendance, il va être très intéressant de voir comment ces femmes sont comptées. Et alors qu'elles sont de partout, on va les estimer à environ 3% de la population militante. Et ce qui est intéressant, comment on peut démontrer que c'est de la construction politique de rendre invisible, et ça renvoie à la question de la nature des partis politiques qui dirigent la révolution algérienne, mais également de la nature politique des relations hommes-femmes. Rapidement, je voudrais dire comment elles sont comptées. Par exemple, on va dire qu'elles sont 3%. En gros, elles sont divisées en 3 grandes parties. Il y a ce qu'on appelle les maquisardes, celles qui vont rejoindre les maquis. Elles sont ultra minoritaires, mais elles sont présentes. Il va y avoir celles qu'on appelle les moussabilettes, c'est-à-dire les résistantes, et elles sont majoritaires. Mais comment on les calcule? En fait, ne seront calculées que les femmes ces résistantes, en fait, c'est elles qui vont rendre possible la révolution algérienne, la guerre de libération nationale, parce que c'est elles qui vont entretenir les militants. Et alors, comment on les calcule? C'est très important, c'est très intéressant. On ne va prendre que celles qui sont en relation directe avec la direction. Et tout le chemin, tout le nombre, la lignée des femmes qui vont alimenter cette femme, soit en nourriture, etc., ne sont pas comptées. Donc n'existent que les femmes qui sont en relation directe avec la direction et avec les hommes. Merci Rania Moufok pour ce premier moment qui est un enjeu historique, mais on voit bien, puisque c'est d'ailleurs le rapport à la guerre de libération est un instrument de légitimation du politique en Algérie, combien c'est un enjeu et un débat très contemporain. On va avec Leïla Tawil, je dirais circuler entre plusieurs lieux, puisque on est à la fois dans ces féminismes arabes au Maroc, en Tunisie, un peu en Égypte. Je pense que ce serait important de Leïla Tawil de mettre en perspective ces mouvements, ces pratiques, ces mouvements de contestation. S'il y a 2, 3 ou 3, 4 figures, pour pas être trop long, mais sur lesquelles il faut mettre l'accent, parce que ces combats qui existent aujourd'hui, ils ne viennent pas de nulle part. Ils ont une histoire, ils ont une généalogie, et je pense qu'il est important de les situer à travers quelques figures, au masculin d'ailleurs et au féminin, puisqu'on a parlé hier, je crois, de Taha Haddad, qui incarne ces mouvements de contestation dans les mouvements au féminin dans le monde arabe. Leïla Tawil. Bonjour à toutes et tous. Merci pour votre invitation, merci Thierry. Effectivement, l'histoire des féminismes arabes a une histoire, effectivement. Elle débute en Égypte d'abord et au Moyen-Orient, puisqu'il y a tout ce mouvement qu'on appelle de renaissance arabe, l'essor al-Nahda. Et là, on va d'abord voir qu'il y a des traités qui vont revendiquer l'émancipation des femmes, mais écrites d'abord par des hommes, pour la simple raison que les femmes sont exclues de l'espace public. Et on a par exemple l'ouvrage de Qasim Amin en 1899, Tahrir al-Mar'a, la libération de la femme. On a d'autres écrits, etc. Mais les véritables mouvements féministes vont être portés par les femmes. Alors c'est quoi un mouvement féministe? C'est une revendication collective sur l'espace public d'une égalité. Et en l'occurrence, une des premières figures est Houda Sha'rawi,
qui, en 1923, crée justement l'Union féministe égyptienne qui revendique l'égalité de droits. Et comme pour tous les premiers mouvements féministes dans le monde arabe, participe également à la libération des pays, puisqu'on est sous les protectorats et les puissances britanniques et françaises. Et donc, aujourd'hui, il y a une tendance à dire, et c'est surtout les mouvements islamistes pour dénigrer les mouvements féministes, de dire que c'est un pur produit de l'impérialisme occidental. C'est des mouvements néo-occidentaux qui ne procèdent pas de l'intérieur. Voilà. Or, ce sont des mouvements qui sont ancrés dans les sociétés arabes, qui dénoncent des inégalités institutionnalisées, notamment par le droit musulman, la charia, donc c'est vraiment, ça fait partie du monde arabe et musulman, mais qui vont s'inscrire dans la lutte pour la libération des pays, donc contre les puissances coloniales, mais, et c'est important de le dire, en s'inscrivant dans une solidarité féministe internationale. Par exemple, Houda Shahraoui va participer à plusieurs colloques et congrès mondiaux, notamment celui de Rome en 1923. Donc il y a vraiment une solidarité entre les différents mouvements féministes. Et là, on a le caractère justement universel des combats des femmes, puisque effectivement, le patriarcat traverse toutes les sociétés et qu'à ce moment-là, il y a l'enjeu notamment des suffragettes pour le droit à l'égalité. Alors, si on vient par exemple au Maroc, nous avons une grande figure qui est Malika El-Fassi, qui va également participer à un parti politique d'abord pour la libération du pays, parce que là on a le protectorat français, et qui va être une des premières journalistes modernes pour revendiquer l'accès des filles à l'éducation et des femmes. Donc ça, c'est vraiment un acte premier féministe, et qui va également créer une association en 1947 qu'on appelle les Sœurs de la Pureté, Akhawat Safa, et ce sont des femmes qui vont lutter pour l'éducation des filles, pour l'autonomie financière des filles et des femmes, et également pour la réforme du droit musulman, puisque le statut de la famille est défini par le droit musulman, la charia, qui instaure un rapport hiérarchique entre les sexes avec l'autorité maritale, la polygamie, la répudiation, etc. Alors en quoi, Leila Tawil, ces exemples, vous en avez donné deux, il y en a bien d'autres, en quoi est-ce qu'ils sont importants pour des combats, des pratiques, des mouvements de contestation contemporains? En quoi est-ce que c'est important pour vous et pour ces mouvements que vous connaissez bien d'avoir au fond ces figures à partir desquelles on s'appuie? Qu'est-ce qui fait sens et en quoi ça nourrit les combats d'aujourd'hui? Ce qui fait sens, c'est qu'on les inscrit dans un contexte historique et géographique qui est particulier à chaque histoire du pays. En l'occurrence, si on se penche sur l'histoire du Maroc, eh bien, on voit que les mouvements féminins, avant l'indépendance et avec des revendications féministes d'égalité, participent à la libération du pays. Par exemple, Malika El-Fassi fait partie du manifeste pour l'indépendance, c'est la seule femme signataire, et demande vraiment qu'il y ait des réformes égalitaires au moment des indépendances. Or, il y a ce même mouvement qu'on retrouve ailleurs, où au moment des indépendances, on écarte la moitié de la société des droits, de la jouissance, de l'égalité devant les droits. Et on est au fond dans la même configuration qu'en Algérie. En termes du code du statut personnel, oui, puisque contrairement à la Tunisie, qui en 1956, et grâce à Bourguiba, parce que là c'est vraiment d'autorité politique, les droits viennent d'en haut à ce niveau-là, au Maroc, on voit que le droit va être, le code du statut personnel va être élaboré par un groupe d'acteurs où les conservateurs vont avoir le dessus, et dès lors il sera complètement patriarcal dans la mesure où l'autorité maritale sera de mise, la polygamie, la répudiation, etc. Et là, Malika El-Fassi et avec ses consorts vont dénoncer avec force cette inégalité instituée, légalisée, qui va paradoxalement coexister
avec, en 1962, avec la première constitution, avec une égalité des citoyennes et des citoyens devant la loi. Ce qu'on va retrouver un peu partout dans le monde musulman et arabe, où sur l'espace public, nous avons cette égalité, il ne faut pas se leurrer, nous sommes dans des contextes non démocratiques, mais néanmoins, il y a cette affirmation d'une égalité devant la loi qui va coexister avec une inégalité institutionnalisée et un patriarcat sacralisé, dans la mesure où toutes les sphères de la société vont être émancipées de la mainmise religieuse à part le droit familial. Et là, on voit que le patriarcat sacralisé au niveau de la sphère privée, ça veut dire tout simplement que dans chaque foyer, le rapport hiérarchique, l'infériorité des femmes, est légal. Et je vous donne un exemple, on peut être juge, on peut être avocate, on peut être professeur d'université. Si, devant la loi, le mari nous empêche d'exercer notre métier, il est dans son droit. Donc vous voyez le paradoxe. Et donc au Maroc, il y a eu des réformes, mais jusqu'en 2004, c'était cet effet-là. On va revenir dans ces allers-retours et donc on va continuer notre premier tour de table et de voyage au fond en Méditerranée vers non pas le monde ottoman mais la Turquie, finalement la Turquie contemporaine, très contemporaine, pas simplement la Turquie de Atatürk mais la Turquie de Erdogan, puisque Zeynep Direk, vous connaissez bien ces mouvements contestataires qui ont été des mouvements LGBT, des mouvements que l'on a vu qui ont joué un rôle très important dans cette contestation à Gezi, que le 8 mars est un jour des femmes, est un moment de manifestation extrêmement puissant. Donc un premier éclairage peut-être sur ce qui se joue à partir de la Turquie et d'Istanbul notamment, mais pas que, parce que la Turquie c'est pas que cette immense ville d'Istanbul. Comment est-ce que vous voyez ces mobilisations dans une Turquie que l'on a longtemps dit laïque, avec une laïcité, je dirais, d'État verticale, et puis qui est aujourd'hui aux mains d'un pouvoir néoconservateur religieux. Zeynep Direk. Merci à Thierry et merci à tous et à toutes. Je jouis beaucoup de cette invitation. D'abord, je dois dire qu'il y avait un féminisme ottoman. En fait, en fin du 19e siècle, on voit un mouvement des femmes ottomanes et on avait oublié cette histoire et on pensait que les droits des femmes nous étaient donnés par Atatürk et en 1990, je crois, les féministes ont commencé à découvrir cette histoire oubliée des féministes ottomans et leur revendication des droits politiques. Et après la fondation de la nouvelle État turc. Mais en fait, ce mouvement féministe s'était terminé par les hommes. Après, et les femmes étaient positionnées comme les récipients passifs des droits politiques. Et il y avait les associations féministes qui étaient très très actives dans l'espace public de manière politique, mais maintenant on les permettait d'exister, de survivre seulement en tant que des associations de charité. Et pendant 5 ans d'oubli, d'activisme féministe, et après le régime militaire de 1980, qui a écrasé l'activité politique de gauche, les femmes se sont réunies et c'était les femmes qui étaient en contact avec les féministes françaises et européennes aussi, et ils se posaient des questions concernant leur place dans des organisations de gauche, parce que c'était les hommes qui faisaient toutes les décisions et les femmes étaient responsables de mener la vie pratique et quotidienne, de gagner de l'argent, de s'occuper des enfants, et les hommes étaient des activistes et les femmes n'avaient pas la parole de parler, n'agissaient pas comme des sujets
éthique et politique. Et après le régime militaire, ces femmes sont fondées des organisations féministes et ils ont problématisé leurs priorités. Le problème prioritaire pour elles, c'était la violence domestique, conjugale, la violence masculine, en fait. Et cela a encore continué en Turquie parce qu'il y a une grande crise de la masculinité. Et ça a beaucoup de rapports avec l'autoritarisme ascendant. En fait, il y a beaucoup de féminicides en Turquie. Depuis le mois de janvier de 2018, je pense que plus que 50 femmes ont été tuées par les hommes. Et le mouvement féministe a contesté l'État, les politiques d'État, pour nous faire percevoir qu'il y avait un problème social, qu'il y avait une grande crise. Parce que l'État ne compte pas les féminicides, il compte les homicides. Et les institutions d'État ne nous donnent pas les datas, les statistiques concernant les féminicides. Parce qu'ils ont une idéologie conservatrice. Il voulait nous dire qu'il n'y a pas de la violence masculine à cause de l'inégalité du genre, à cause de l'inégalité des sexes. Mais ces crimes nous arrivent à cause du manque des pratiques religieuses islamiques. Et ce sont donc ce qu'on appelle encore des crimes d'honneur, de ce qui se joue. Est-ce que ça se joue dans le monde urbain ou simplement dans l'Anatolie profonde? Non, c'est parce que les femmes voulaient se divorcer. C'est ça. Ils sont tués parce qu'elles veulent divorcer. Parce que, vous savez, en Turquie, il y a une sorte de guerre civile qui a duré pendant 40 ans entre les Kurdes et l'armée turque. Et beaucoup d'hommes ont été traumatisés, en fait. Traumatisés à l'armée, notamment, c'est ça? Oui, c'est ça. Quand ils reviennent à la maison, ils sont très, très violents. Et il y a une grande restitution de la patriarchie. Et parce que, l'autoritarisme ou le fondamentalisme religieux, ça vient avec une contestation des droits des femmes. Et ça représente un grand retrait, pas en arrière, dans les droits des femmes. Alors, on va poursuivre le tour de table et poursuivre le voyage. Poursuivre aussi le voyage, je dirais, dans le temps, pour se rapprocher du plus contemporain, Mohamed Kerrou, puisqu'au fond, Leïla Taouid l'a évoqué, il y a un mouvement historique en Tunisie, compris par le haut de Bourguiba, mais j'aimerais qu'on parle, au fond, de ces contestations que vous avez vécues de près de ce qu'on appelle la révolution tunisienne, et donc à partir de 2011. Et donc, quelle est la place des femmes dans ces pratiques, dans ces mouvements de contestation, et est-ce que ça a changé quelque chose par rapport au débat sur le droit, le statut des relations entre les sexes en Tunisie? Quelle est la question du voile sur laquelle vous avez travaillé, la place des mouvements religieux, enfin tout ce qui s'est joué sur la scène tunisienne contemporaine des 7 ou 8 dernières années, et qu'est-ce que ça nous dit, ces mouvements de contestation encore aujourd'hui, où les débats sont loin d'être aboutis? Mohamed Kerrou. Bien, bonsoir, merci Thierry pour cette invitation, et je suis ravi de parler avec le grand public venu ici. D'abord, je dois dire que c'est la question la plus importante des rapports entre les hommes et les femmes. Ça me semble la question fondamentale du monde contemporain et des dernières années. Ce n'est pas une question qui concerne uniquement la Tunisie, c'est une question qui concerne... à partir d'eux. Oui, j'ai compris, je crois. Donc c'est une question qui est universelle, n'est-ce pas? Et c'est très important de la considérer comme une question universelle qui concerne toutes les sociétés, y compris les sociétés que l'on pense être des sociétés fermées, comme les sociétés du Golfe ou de l'Arabie Saoudite, où il y a des mouvements qui sont la plupart du temps invisibles, mais
ça travaille et on va les voir apparaître. On le voit déjà avec le droit revendiqué par les Saoudiennes, le droit de conduire. Et récemment, il semble que on vient d'autoriser le premier bordel halal en Arabie Saoudite. Et donc, ça bouge. Les fractures, les frontières, ça bouge. Et ça va bouger, à mon avis, les prochaines années. Je reviendrai à la Tunisie. Et, bien, ça bouge partout, c'est une question universelle. Et il faut dire, je tiens beaucoup à cela, ce n'est pas des rapports entre les sexes. Ça a été déconstruit, vous le savez tous, pour dire que c'est des rapports de genre. Et maintenant, ça a été déconstruit également grâce aux travaux brillants de Judith Butler pour dire que c'est des rapports d'émancipation. Et c'est fondamental. Ce n'est pas des rapports entre hommes et femmes, c'est des rapports sociaux d'émancipation historique. Et donc, il faudrait une distance avec le temps et prendre distance pour pouvoir les analyser et pas les analyser à chaud, comme le font les journalistes, tout en respectant leur travail, bien sûr. Et donc, si on y va directement pour faire une lecture comparée, qui relativise, on se rend compte que les rapports entre, par exemple, les deux rives de la Méditerranée ne sont pas aussi différents qu'on le pense, surtout si on compare les pays du sud de l'Europe avec les pays de la rive sud de la Méditerranée, n'est-ce pas? Et on voit que au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'aux années 60-70, la situation des femmes en Sicile, ou bien en Sardaigne, ou bien en Corse, n'est pas très différente de la situation des femmes en Kabylie ou bien dans le Rif, n'est-ce pas? Et que ça bouge. Il n'y a pas d'un côté l'émancipation et de l'autre la soumission. Il y a les deux logiques qui fonctionnent, n'est-ce pas? Et ça, on dépasse la vision essentialiste, qu'elle soit culturelle ou bien... Bon, alors je reviens à la Tunisie. Qu'est-ce qui bouge depuis 2011 au niveau des femmes? Je pense que la question la plus actuelle, c'est le rapport de la COLIB. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la COLIB, c'est la Commission des libertés individuelles et de l'égalité. C'est une commission indépendante qui a été nommée par le chef de l'État, n'est-ce pas, pour élaborer un rapport. Et le rapport est maintenant prêt, il est sur Internet, il est de 235 pages, il est lent, et pour l'essentiel, il propose deux grands projets de loi. L'un pour les libertés individuelles et l'autre pour l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est un rapport révolutionnaire, certes, n'est-ce pas, mais controversé. Parce que c'est un rapport qui vient du haut. C'est une vision jacobine, verticale, n'est-ce pas, partagée par l'État, parce qu'il y a un féminisme d'État, et par le féminisme militant, n'est-ce pas? Mais les deux sont d'accord sur le fait que les réformes viennent du haut et qu'on ne peut pas faire bouger les choses sans que l'on prenne des décisions et qu'on légifère, qu'on élabore des lois, n'est-ce pas? C'est une vision qui a un mérite de faire bouger les choses. L'histoire l'a montré avec le code du statut personnel proposé par Bourguiba, par l'État de Bourguiba, n'est-ce pas? Et c'est aussi une vision où l'on doit s'attendre à des retours de manivelle, à des résistances, bien entendu, n'est-ce pas? Et alors, ce qui est important, c'est de dire que ces résistances, et de comprendre d'où viennent les résistances. Alors, c'est des résistances que l'on trouve dans les deux camps, pas seulement du côté de l'islam politique, mais également dans le camp dit moderniste, il y a des résistances. Et alors, ça exprime quoi, ces résistances? Ça exprime essentiellement, à mon avis, des résistances de type identitaire, qui viennent soit de l'islam politique, soit du nationalisme arabe, soit, et c'est nouveau ça, du local. Il y a des gens, et c'est ça à comprendre, c'est pourquoi je disais que c'est une question très importante, fondamentale, qui va ouvrir un grand chantier pour les prochaines années, parce que tout se joue maintenant à l'échelle planétaire entre le local et le global. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement de globalisation qui est différent de la mondialisation, parce que la globalisation est plus culturelle qu'économique. Alors, où l'on peut, et c'est la définition anthropologique qui me semble la plus pertinente, où l'on peut revendiquer une identité locale tout en étant ouvert sur le monde. L'attachement au local accompagne l'ouverture sur le monde. Et c'est à ce niveau que se jouent les rapports d'émancipation
qui sont des rapports d'égalité citoyenne et qui dépassent donc le cadre des rapports hommes-femmes, des rapports de sexe, etc. Voilà. C'est bien la question de fond qui traverse cette 25e édition des Rencontres d'Aberlois, savoir si effectivement on assiste à une révolution anthropologique, à un bouleversement de fond, et qu'il y ait effectivement une articulation, un aller-retour entre local et global. Donc je vais repasser la parole à Leïla Tawil et à Rania Moufok pour commencer, parce que j'aimerais bien qu'on mette un petit peu les pieds dans le plat des questions qui fâchent, parce que tout le monde n'est pas beau et tout le monde n'est pas gentil, et qu'il y a quand même des mouvements de contestation, certes, mais qu'il y a des mouvements de réislamisation extrêmement profonds qui se jouent dans toutes ces sociétés, et aussi Leïla Tawil, puisque vous connaissez bien la réalité belge, qui se joue dans le monde français, dans le monde belge, dans le monde suisse, puisque vous enseignez à Genève. Donc j'aimerais bien, là aussi, puisqu'on est dans les deux rives de la Méditerranée, dans ces allers-retours, que certes, rapport d'émancipation, avancée du droit ici ou là, mais je ne sais pas si c'est des régressions, en tout cas des formes d'affirmation qui sont politico-religieuses et qui, et c'est pas tout à fait surprenant, c'est pour ça que je me tourne vers vous, se focalisent sur, le plus souvent sur la question des femmes. Leïla Tawil, puis Leïla Moufok, qui en reviendra après avec Zeynep Direk sur le débat international. Leïla Tawil. Oui, alors pour revenir justement à l'histoire des mouvements féministes, donc comme je l'avais évoqué, face au paradoxe d'une inégalité au niveau de la sphère privée et d'une égalité relative, puisqu'on est dans des régimes autoritaires, il y a un mouvement féministe qui va naître au lendemain des indépendances. Et au Maroc, il est d'abord issu de la gauche politique, où, par exemple, en 1975, il y a une revendication d'une réforme du code du statut personnel, mais qui ne va pas être entendue par les parlementaires de l'Union des forces socialistes. Et là, les féministes vont comprendre qu'elles étaient sous tutelle politique et elles vont s'en émanciper et s'investir réellement dans la société civile. Et là, on va voir tout un vaste mouvement féministe qui va naître à partir des années 80, qui est séculier et qui va se concrétiser à travers, par exemple, l'Association démocratique des femmes du Maroc en 85, l'Union pour l'action féminine. Ça, c'est le mouvement laïque, Leïla Tawil. C'est le mouvement, ce que je oui, mais c'est le mouvement politico-religieux. Justement, je ne veux pas tomber dans une confessionnalisation du débat, et donc je voudrais mettre en lumière l'émergence des mouvements des droits humains qui ont existé avant les indépendances et après les indépendances au sein du monde arabe et qui vient du bas, contrairement à cette idéologie qui dit que les droits humains sont imposés par l'Occident. Non, ils sont vraiment négociés par le bas de la société à travers des associations syndicalistes, des droits humains et des droits des femmes. Et là, on est dans un contexte du panarabisme aussi, avec des revendications nationalistes arabes, mais aussi de gauche, du communisme, etc. Après l'échec du panarabisme, qui est lié à une modernisation, mais sans démocratisation, il n'y a pas eu de démocratie dans le monde arabe, nulle part, il y a eu, en fait, une volonté politique de disqualifier les mouvements de gauche, et donc qui remettait en question la légitimité du pouvoir, en favorisant l'expression des mouvements islamistes et notamment de la salafisation. Donc, on ne peut pas comprendre aujourd'hui ce qui se passe sans ce paramètre historique où on va basculer, on l'a dit ce matin, à partir de 1979 avec la révolution en Iran, d'un paradigme, on va dire, nationaliste, socialiste arabe, à un paradigme islamiste, où le discours dominant, mais ça ne veut pas dire que la majorité des populations sont islamistes, c'est une minorité agissante, où il y aura des revendications de contestation sociale à partir du paradigme religieux, où on va revendiquer une justice divine, sociale, qui remplacerait la justice humaine. Et là, effectivement, ça va avoir un impact direct sur la question des femmes. Pourquoi? Parce que, comme le dit très bien Shahla Shafik, la question du genre est au cœur du projet islamiste
politique, dans la mesure où il se base sur un idéal de société fonctionnaliste. C'est-à-dire une société organisée sur la séparation des sphères sexuées, sphère privée de dépendance féminin, sphère publique masculin de pouvoir, qui n'est pas loin d'ailleurs de la théorie de l'ordre social de la philosophie des Lumières. On l'a dit ce matin, la philosophie des Lumières a exclu les femmes du vote et de la démocratie, puisque le suffrage universel était masculin en 1848. Eh bien, le projet de société islamiste se base sur une forme d'utopie, de bonheur social, basée sur la séparation des sphères, et les femmes sont assignées au rôle de mère de famille et de pilier de la famille, garant du bonheur social. Donc ça va avoir un impact direct sur, par exemple, en Tunisie, mais également au Maroc, les remises en question des acquis même du code du statut personnel, etc. Et comme vous l'aviez dit, nous sommes dans du local global, donc on va voir également en Belgique, mais un peu partout ailleurs, puisque moi j'ai fait ma thèse doctorale sur la place des femmes dans les discours de réislamisation, fréristes et salafistes, en Belgique, à Bruxelles. Et là, on voit en fait qu'il y a une dynamique locale globale qui se joue, parce que je suis belge, issue de l'immigration marocaine, et donc on voyait bien que les premières générations étaient baignées dans cette culture panarabique, avec les chants, le cinéma égyptien, etc. Et puis, on va voir, à partir des années 80, 90, une prédication frériste et salafiste de plus en plus présente, et notamment avec la Ligue islamique mondiale wahhabite, qui va s'organiser au niveau international et qui va avoir pour projet d'encadrer les communautés, je dis ça entre guillemets parce que je préfère parler des citoyens et des individus, mais les communautés dites musulmanes. Et là, on va voir que la Ligue islamique mondiale va donner, par exemple, pour le côté wahhabite, des bourses gratuites pour assurer une formation des jeunes issus des immigrations maghrébines, turques, etc. Ils vont en Arabie Saoudite, ils sont endocrinés, ils reviennent avec une idéologie wahhabite extrêmement pointus, et ils connaissent le terrain pour la bruxellois, le terrain bruxellois, et il va vraiment jouer un rôle de prédication, mais également de prise en charge d'activités sociales, parce que l'islamisme a ce projet de transformation sociale. On va y venir sur la partie la plus contemporaine, mais j'aimerais me retourner vers Rania Moufok et Zeynep Direk, parce que l'Algérie a vécu ce qu'on a appelé la décennie noire, donc la violence de la confrontation de l'islam politique, de l'armée et la société algérienne au milieu. Et là-dessus, Rania Moufok, vous avez travaillé, vous, sur plusieurs générations de femmes, sur la façon dont, justement, leur mode de vie et sur le rapport notamment à la façon de s'habiller, de vivre au fond, avec parfois des surprises, des chocs. Et on avait parlé de ce qui se passe à Gigel, au bord de la mer. Donc voilà, j'aimerais que vous donniez une autre trajectoire au fond de ce qui se joue dans les combats, puis qui sont fondés sur des pratiques et qui ouvrent aujourd'hui à des mouvements de contestation des jeunes générations, puisque la majorité de la société algérienne a moins de 25 ans. Rania Moufok. Bon, Thierry veut qu'on mette les pieds dans le plat, alors je vais le faire. Merci. Il parle de réislamisation. Je ne sais pas s'il y a réislamisation de nos sociétés, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a un retour à un islam extrêmement pratiquant. Et les femmes participent on devient de plus en plus un musulman pratiquant. C'est-à-dire, on va faire la prière, le ramadan, etc. Et les femmes jouent un rôle dans ce retour à des formes, à de l'islam pratiquant, musulman. Et moi, je me pose une question, personnellement,
je ne sais pas comment on mesure la régression. Ce que je peux dire pour mon pays, c'est qu'en effet, les femmes, massivement, portent le hijab, puisque c'est, la manière ostentatoire dont on peut mesurer la présence des femmes dans l'espace public. Est-ce que le fait de porter le hijab les exclut de la rue, de la vie sociale, de la vie politique et de l'éducation? Eh bien moi je dis non. Je dis qu'au contraire, je n'ai jamais vu autant de femmes de ma vie en Algérie. Ce qui frappait les femmes de ma génération, et y compris les étrangers qui venaient dans nos pays, dans les années 50 et y compris à l'indépendance, ce qui faisait la spécificité des sociétés musulmanes, c'était la réclusion des femmes dans les espaces privés. Aujourd'hui, massivement, les femmes en Algérie occupent l'espace public, avec ou sans hijab, mais surtout avec hijab. Ce qui ne veut pas dire que le fait de porter un hijab les autorise à sortir dehors, mais en tout cas, ça dit avec certitude que ça ne les empêche pas d'être dans l'espace public. Et ça, c'est un moment fort de l'histoire contemporaine dans mon pays, c'est l'envahissement des femmes de l'espace public, y compris sur les plages. Aujourd'hui, dans les milieux, élitistes, etc., on regrette que sur les plages, en effet, nous ne puissions plus être comme on était dans les années 60, 70, en maillot de bain, etc., sur les plages. Mais nous étions très peu nombreuses sur les plages, en maillot de bain. Aujourd'hui, vous allez sur les plages en Algérie, il y a une présence massive de femmes. Certes, elles portent le burkini, mais vous ne pouvez pas imaginer le plaisir que j'ai quand je suis dans la région de Jijel, qui est une région extrêmement conservatrice. Et c'est une région de montagnards, où généralement les hommes ne savent pas nager. Et quand vous avez une jeune fille qui arrive dans son burkini, et qu'ils sont là en train de patauger dans les vagues, et que dans son burkini, elle traverse la Méditerranée et ils sont en train de la regarder, elle est habillée comme une musulmane. Vous n'imaginez pas le plaisir que j'ai. Vous n'imaginez pas non plus l'autre plaisir que j'ai. Vous savez, on parle des hijabs. Le corps des femmes dans l'espace public, notamment le corps des femmes musulmanes dans l'espace public, pose problème. Il pose problème dans mon pays et dans vos pays. Dans les pays musulmans, on veut les voiler, et dans les pays, les démocraties occidentales, on veut les envoiler. Mais le hijab, vous savez, contrairement à ce qu'on dit, il faut faire la part des choses entre l'idéologie, l'islam politique et les pratiques des individus. Il n'y a pas un hijab, il y a des milliers de hijabs. Chaque hijab est différent. Moi, en Algérie, il y a des féministes aujourd'hui qui regrettent le haïk. Vous savez, le haïk, ce que c'est? C'est une espèce de couverture qui, vous le mettez là, et j'ai le souvenir de ma pauvre mère essayant de monter dans un bus avec son haïk. Elle doit le tenir par sa bouche, par son truc. Le haïk n'a pas de bras. Il n'est pas cousu. Pourquoi? Parce que les femmes n'avaient pas besoin de sortir, elles étaient dans la réclusion. Il fallait qu'elles s'enroulent dedans pour aller soit au cimetière, soit visiter leur famille. Le haïk, aujourd'hui... Et alors moi, je trouve qu'il y a quelque chose de macho chez les féministes qui regrettent ce magnifique haïk d'Ambrama où on voyait la cheville des femmes, etc. Mais je me moque de voir la cheville des femmes. Je veux qu'elles aient des mains libres pour conduire. Eh bien, le hijab, il porte ça. Le hijab permet aux femmes d'avoir des mains libres et de conduire et d'avancer. Et ça, c'est très important. Vous savez, le hijab, c'est un peu comme le soutien-gorge et le corset chez les femmes occidentales. Comment le soutien-gorge a libéré le corps du corset. Alors, les hijabs, pourquoi j'insiste là-dessus? Les hijabs, il y en a des milliers. Et les islamistes, militants politiques, je ne parle pas des musulmans, ne s'y sont pas trompés. Vous savez qu'il existe des banderoles, certains mettent ça même sur leurs voitures et leurs camions, où ils nous expliquent quel est le bon hijab et quel est le mauvais hijab. Le bon hijab, c'est celui qui vous enlaidit,
Même si vous êtes la plus belle femme des voilà, comme ça. Et puis. Eh bien, les femmes se saisissent du hijab et en ont fait un objet de mode. Quand elles se baladent dans les rues d'Alger, moi, avec mon jean et mon Shanghai, je trouve qu'elles sont d'une élégance et pourtant on ne voit pas leurs cheveux, mais elles sont extrêmement... On peut se saisir. Et ça, pour moi, ce sont des formes de résistance et de liberté. Vous voulez qu'on porte le hijab? Et elles le portent librement. On pourrait discuter longuement en termes de génération. Ma génération était contre le hijab. Et j'ai des copines dont les filles ont décidé de porter le hijab. Le seul hijab, à mon avis, contre lequel on doit absolument s'opposer, c'est le hijab imposé. Mais une femme qui décide en liberté de le porter et comme elle veut le porter, se promener dans les rues d'Alger est un véritable spectacle sur la différence des hijabs. Et être une femme portant hijab, c'est pas synonyme de soumission. Je ne crois pas que ce soit synonyme de soumission. Il suffit de les voir comment elles se baladent avec les garçons dans les jardins publics. Si vous voulez interdire quelque chose, ça ne veut pas dire que dans les pratiques, les sociétés ne font quand même pas les choses interdites. Et j'aimerais bien revenir sur ce qu'a dit tout à l'heure Leïla Tawil, si tu me permets, Thierry, et si je ne prends pas trop... on va passer la parole à Zeynep direct, mais allez-y. La parole, très rapidement. On parle souvent du code de la famille. Moi, j'appelle ça le fétichisme du code de la famille. C'est devenu un espèce d'écran où on répète à longueur de journée que les femmes sont victimes du code de la famille et que elles sont mineures à vie. Mais c'est faux. Le code de la famille est discriminatoire, c'est un scandale. Mais ça n'empêche pas des pratiques quotidiennes qui dépassent ce code de la famille. Le drame dans nos pays, c'est que nos sociétés, par leurs pratiques, sont en avance sur les législateurs et sur ceux qui nous gouvernent. Donc, ne parler des femmes dans nos pays qu'à travers la législation mise en place, qui est en effet une législation d'inspiration de la loi musulmane, qui est discriminante et qui est scandaleuse, mais il ne faut pas que ceci fasse écran sur les changements énormes qui sont à l'œuvre et comment les femmes se saisissent de tout ce qu'elles peuvent pour être là et être là présentes de cette manière dans les rues. Ce sont des formes de résistance qu'il faut rappeler. Merci Rania Moufok. On a dit qu'on mettait les pieds dans le plat. Donc on va parler maintenant d'autres pratiques avec votre voisine Zeynep Direk. J'aimerais qu'on parle des pratiques justement, des mouvements de contestation qui existent à partir de Turquie et notamment des mouvements qui ont joué un rôle vraiment important, semble-t-il, par exemple au moment de Gezi, qui est le mouvement LGBT. Et donc vous connaissez bien ces questions de genre que vous enseignez en philosophe, mais vous connaissez aussi les acteurs, les contestations qui existent à partir de Turquie, qui sont dans des catégories assez différentes de ce qu'on vient d'entendre à propos de l'Algérie. Et donc, j'aimerais savoir aussi comment, pour vous, les choses se jouent aujourd'hui dans les mobilisations à partir de la Turquie. Zeynep Direk. Oui, d'abord, je voudrais dire que les contextes sont très, très différents. Et je comprends ce que vous avez dit de l'Algérie. Bien devant le micro. Mais il y a une question de genrement, d'imposition du genre. La religion impose le genre, l'État impose le genre. Notre corps se matérialise à travers les mécanismes d'imposition des normes de genre. Maintenant, en Turquie, je vois que même si les femmes qui portaient le voile ont beaucoup souffert sous le régime laïciste, et moi j'opposais qu'elles soient exclues des universités, par exemple, parce que j'avais des étudiants qui portaient le voile et qui ont eu beaucoup de problèmes en entrant à l'université. Et ils se cachaient dans l'université. Moi, je les permettais de participer à mes cours. Mais quand même, maintenant, les choses sont beaucoup changées. Les islamistes sont au pouvoir et vous voyez que les femmes qui portent les voiles peuvent travailler, peuvent faire partie du domaine public, mais les femmes qui ne portent pas le voile sont bien exclues. Vous voyez... qu'on est dans un retournement.
Oui, parce que, porter la voile, ça fait partie de l'identité des hommes. Pour pouvoir, pour prouver votre identité en tant qu'homme, il faut que votre femme porte la voile. Autrement, vous serez exclu des positions d'État. Vous ne pouvez pas employer par l'État. Ici, je sens que maintenant, nous sommes bien exclus et on essaie d'assimiler nos enfants dans leurs écoles. On nous impose beaucoup de cours de religion. Et bon, on ne peut pas m'assimiler. On peut me tuer, on peut me forcer d'aller à l'exil, mais quand même, je ne porterai pas de voile. Parce que ça ne fait pas partie de qui je suis. Bon, je voulais dire... Un mot peut-être sur le mouvement LGBT aussi. Oui, je reviens à votre question, mais pour pouvoir commencer un débat, il faudrait que je dise... je parle de mes sentiments, je parle de ma réaction. Il y a des mouvements de contestation de Gezi, par exemple. Gezi contestait le pillage des terres dans la ville d'Istanbul. Parce que le pouvoir politique, il faisait n'importe quoi avec la terre libre, les parcs à Istanbul, et sans demander l'opinion du public. Nous, en tant que les habitants d'Istanbul, nous avons le droit de participer aux décisions que le pouvoir fait sur la ville, l'usage de la ville, l'usage de la terre dans la ville. Et on coupait les arbres, on essayait de bâtir un centre de commerce à Gezi, qui est un parc. Et spontanément, les gens se sont réunis et on a mis les tentes pour occuper la parc, pour que les forces policières et les ouvriers du gouvernement ne coupent pas les arbres. Et puis, on a souffert beaucoup de spray de poire. Et puis, les gens sont venus pour nous soutenir. Gezi n'était pas organisé. C'était un mouvement de contestation du peuple, des habitants de l'Istanbul, mais quand même, on a tué 13 personnes. Et on a vu que l'espace public a été fermé à des contestations. Il n'y avait plus de démocratie. Les négociations avec l'Union européenne nous ont beaucoup aidés en tant que féministes, en tant qu'activistes, en tant que défendeurs des droits de l'homme. Mais quand même, ces négociations se sont terminées et maintenant nous souffrons. Il y a un retrait en arrière et on va voir comment ça va tout se passer dans le futur. Un mouvement de contestation, j'aimerais avec Mohamed Kerrou et Leïla Tawil que justement on aille de chemin faisant sur le plus contemporain. Quand on se déplace à partir de Tunis, on voit bien que les places et pas simplement l'avenue Bourguiba ont été investies et que ce débat, chaque fois que ces mouvements de contestation, on voit bien qu'on font l'expression dans l'espace public. Et donc, je dirais comme anthropologue, comment vous lisez cette appropriation de l'espace public, avec voile ou sans voile d'ailleurs, et puis Leïla Tawil sur les enjeux contemporains également. Mohamed Kerrou, je pense que ce que tu... Bien devant le micro. Oui, pardon. Je pense que ce que tu dis sur l'espace public est axial. Tous les changements que l'on voit ces dernières années et que l'on subsume sous la catégorie révolution arabe ou printemps arabe, etc., ont pour enjeu l'espace public. Et c'est pour la première fois de l'histoire que dans les sociétés de la rive sud de la Méditerranée, il y a une conquête fulgurante
des espaces publics, et des places publiques, et bien sûr des espaces de débat. Pour la première fois, les gens prennent la parole et contestent les pouvoirs. C'est une donnée fondamentale, même si on a tendance à dire que ça a échoué, tout cela. Bien sûr, il y a des échecs, il y a des drames, comme c'est le cas en Syrie, en Irak, en Libye et au Yémen, mais il y a quand même une libération de la parole. Et je pense que c'est des changements historiques qui ouvrent de nouvelles pistes de réflexion et également qui ouvrent de nouvelles pistes dans les rapports entre gouvernants et gouvernés. Et c'est fondamental. Alors, sur les voiles, ce qui a été dit tout à l'heure est très important. Et il me semble qu'il faudrait... c'est d'une grande complexité, bien entendu, d'une certaine complexité, disons, mais il me semble qu'il y a deux grandes catégories de ce qu'on appelle voile, entre guillemets, voile islamique, parce qu'au fond, ce n'est pas des voiles. Il y a ce que portent la plupart des nouvelles femmes converties, n'est-ce pas? Parce que c'est une forme de conversion, et qui sont plus des couvre-chefs que des voiles. Donc ça voile rien, ça montre. Et au contraire, ça attire l'attention, n'est-ce pas? C'est des couvre-chefs, c'est pour les cheveux, c'est un rapport avec les cheveux. Et nous savons, ça a été travaillé cette question des cheveux en anthropologie, nous savons ce que ça représente et en rapport avec la sexualité notamment, et des représentations masculines autour de la sexualité. Et là, je suis d'accord avec Zeynep, c'est quand elle dit que la question du voile est une question masculine. Bien évidemment, c'est une question masculine. Ça travaille les hommes plus que les femmes. Et les femmes, dans le cadre de la domination masculine, s'y soumettent ou se révoltent. Il y a plusieurs choix. Donc je disais qu'il y a deux grandes catégories de voiles. Les couvre-chefs, et là, les couvre-chefs ne sont pas seulement islamistes. Beaucoup de laïcs, femmes laïques, portent, ou modernistes portent ces couvre-chefs. Et d'ailleurs, il faut regarder, beaucoup d'hommes aussi portent des chapeaux, des couvre-chefs, n'est-ce pas? Et de l'autre, on a le niqab, qui est le voile intégral, et qui pose un problème, parce qu'il n'y a pas de visage. Et ça pose un problème au niveau de la citoyenneté. Il n'y a pas de visage, il n'y a pas d'identité citoyenne, et ça pose des problèmes de sécurité, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire avec cela? Il y a plusieurs manières. Il y a la manière anglo-saxonne, où on le dédramatise, n'est-ce pas? Vous portez ce que vous voulez, mais quand il faut contrôler, on passe au contrôle. Et il y a l'autre manière d'interdiction. Ben, ça dépend des États, ça dépend des pays, il y a des jugements, il y a la Cour européenne qui a pris des décisions et tout cela, mais au fond, quand on réfléchit bien, les symptômes, c'est un symptôme le voile, on ne les enlève pas, c'est ce que nous dit la psychanalyse, par la force. On n'enlève pas un symptôme à quelqu'un, n'est-ce pas? Les symboles, il faut les gérer d'une autre manière, n'est-ce pas? Bon, mais là, les positions dépendent des pays, des États. Je disais donc qu'il y a le niqab qui pose problème au niveau de la citoyenneté, et à de l'autre les couvre-chefs. Les couvre-chefs qui correspondent à une crise identitaire. D'ailleurs, ils apparaissent, ils n'ont rien à voir avec les voiles anciens qui sont apparus historiquement entre les deux guerres. Les nouveaux voiles, ils apparaissent autour de l'an 2000, donc avec la globalisation. Il y a une crise identitaire énorme. Il faut voir comment les jeunes ne savent pas ce qu'il faut faire. Ils ont raison, parce que les parents ne donnent pas du tout l'exemple. Et au contraire, ils donnent le contre-exemple au niveau de la corruption, au niveau des transactions politiques. Les classes politiques, c'est vraiment... sont responsables de beaucoup de cette situation troublante que nous vivons, n'est-ce pas? Un peu partout dans le monde, hein, quand on voit la tranche de Trump et les autres, mais on n'est pas vraiment très bien renseigné de ce qui se passe, n'est-ce pas? Il y a des Trump partout, d'ailleurs, dans tous les pays, les phénomènes populistes et tout cela, n'est-ce pas? Il n'y a aucune société qui est épargnée par le populisme, d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Et donc, je disais, et alors, ces couvre-chefs-là posent deux problèmes au moins. Un, c'est la question masculine. L'autre, et j'en parlais avec Zeynep, je la remercie toujours, je pense que le dialogue avec les chercheurs turcs sont intéressants. Pourquoi? Parce que la Turquie, d'abord, l'État national a été construit une génération avant les pays arabes, donc ils connaissent une expérience beaucoup plus avancée, beaucoup plus profonde au niveau de la crise des États-nations, parce que la globalisation signifie la crise des États, les États, une crise morale, une crise d'autorité. Ils n'ont plus de prise sur les frontières, sur l'espace national. Et la Turquie, donc, elle est assez avancée, et les chercheurs turcs également ont beaucoup réfléchi à ces questions. Et alors, elle me disait tout à l'heure, elle n'a pas eu l'occasion de le dire maintenant,
elle disait quelque chose de très important, c'est que au niveau de la symbolique islamiste au pouvoir, n'est-ce pas, les femmes voilées aident les hommes politiques à monter au pouvoir, n'est-ce pas? C'est-à-dire que pour qu'un homme politique soit populaire, il faut qu'il montre sa femme voilée. Et ça, c'est extraordinaire. C'est très intéressant, ce débat-là. C'est ce qui se passe en Turquie. Ça se passe aussi à d'autres échelons. Sauf, je lui disais que Sisi est quand même une exception. Parce que Sisi, qui a été nommé par les islamistes, avait une femme plus que voilée. Presque le niqab. Entre le niqab et le couvre-chef. Et les islamistes lui ont fait confiance, donc il a fait un coup d'État. S'ils avaient laissé le général Tantawi, il n'aurait pas eu le coup d'État. C'est extraordinaire. Et donc, il y a des symboliques très importantes. Et cette question des voiles est dans l'espace public, d'ailleurs ça se passe dans l'espace public. Et là, les féministes au début n'ont rien compris. Ils ont fait un rapport, ils ont fait des communiqués en disant « Vous avez le droit de porter les voiles, mais chez vous. » Ça sert à quoi le voile? On sait très bien qu'on enlève à la maison le voile. Et on enlève beaucoup de choses à la maison d'ailleurs. Et donc, cette question de... Oui, je te laisse la parole, allez. Non, mais c'est... Mohamed Kérou est parti de l'espace public au débat sur le voile. Et... les mouvements de contestation ne sont pas simplement autour du débat ou des enjeux sur le voile. Mais Leïla Tawil, par rapport à ces mouvements de contestation que vous avez vus de près dans les sociétés européennes aussi, comment est-ce que vous voyez justement les grands défis, sur quoi ça se joue dans en ce moment à propos du débat des relations entre les sexes, et de comment est-ce que vous voyez, au fond, l'histoire que vous avez suivie des mouvements féministes, de la contestation religieuse, et aujourd'hui, de nouveaux types d'affirmations que vous observez, puisque vous travaillez sur la pensée de quelqu'un comme Ahmed Harkoun, et on n'est pas vraiment dans ces enjeux, je dirais, uniquement du voile, ou un peu de tous ces lieux communs que l'on voit fleurir ici ou là. Leïla Tawil. J'aimerais quand même revenir sur la question du voile, parce que il faut pas oublier. Allons-y. Oui, mais il ne faut pas oublier quand même qu'elle s'inscrit dans un rapport de domination où la finalité est le contrôle des corps des femmes et de la sexualité. Et les mouvements féministes séculiers arabes l'ont compris dès le départ. Et d'ailleurs, elles ont compris l'enjeu de la place du corps dans l'espace public en se dévoilant. Et l'ensemble des féministes, des premiers mouvements féministes, notamment Houda Shahraoui, va se dévoiler. Malika El-Fassi était sans voile, Bchira Ben Mrad, toutes elles étaient sans voile parce qu'elles ont compris que pour prendre la place dans l'espace public, au même titre que les hommes, il fallait pouvoir se présenter d'une manière libres dans leur mouvement. Les hommes ne font pas l'objet d'un contrôle de leur corps à travers le voile. Et donc on peut se poser la question, pourquoi ce retour du voile? Parce qu'il est lié, il ne faut pas se leurrer, il est lié au phénomène de réislamisation qui en a fait son fer de lance. On a vu en 1953 la première revendication qui a été formulée à Nasser par le chef de l'organisation des frères musulmans, c'est le voilement de toutes les femmes. Il y a une petite vidéo qui circule où on voit toute la salle qui rit. Mais que fait Khomeini quand il arrive au pouvoir en 1979? C'est un voilement général imposé. Alors, on peut se poser la question, s'il n'y avait pas les acteurs religieux, est-ce qu'on aurait aujourd'hui une pratique massive du voile? Moi, je pense que non. Donc le voile ne fait pas partie de l'émancipation de l'espace privé vers l'espace public. Ça, c'est clair et net. Même si les femmes se réapproprient aujourd'hui le voile. Mais j'aimerais revenir un peu sur la généalogie du voile, parce que c'est important. Vous savez que le Coran comporte 6236 versets. 3 versets font allusion aux vêtements. Il n'y a pas de voilement sur la tête, au niveau coranique. Et quand on fait l'exégèse coranique, on se rend compte qu'il a la même fonction que dans l'Antiquité, c'est-à-dire une fonction de distinction sociale entre femmes libres et femmes esclaves. Ça, c'était au niveau des sources islamiques. Vous voyez Tabari, etc. Il y a même l'imam Malik qui dit
qu'une femme esclave peut prier sans voile. C'est-à-dire que les femmes esclaves étaient obligées, même musulmanes, de ne pas se voiler. C'était un signe de distinction sociale, mais également de modestie et de pudeur et d'appartenance à l'homme. Donc aujourd'hui, ce qui se joue dans la question du voile, et Sophie Bessis, qui n'est plus parmi nous, le dit très bien, c'est que le succès de la réislamisation, c'est qu'au départ de cette réislamisation, seules les militantes le portaient. Mais comme il y a une connivence entre les islamistes, les télécoranistes, les théologiens, les salafistes, les wahhabites, sur la question du voile, on fait une focalisation. J'ai étudié les discours religieux. Il y a une focalisation sur le contrôle des corps des femmes. Et aujourd'hui, cette question du contrôle des femmes, qui est présentée comme une pratique religieuse obligatoire, sinon vous brûlez en enfer, elle est aujourd'hui réappropriée par les femmes en tant que liberté. Il faut effectivement la respecter, mais il faut aussi interroger cette pratique-là, parce qu'elle est présentée comme une obligation religieuse. Or, aujourd'hui, l'esclavagisme est terminé. Donc, normalement, dans la logique chariatique, cette pratique, elle disparaît comme tous les versets coraniques relatifs au butin de guerre, aux esclaves, etc. Mais on voit bien qu'ici, il y a un enjeu de genre, parce que c'est une catégorie sexuée, les femmes, qui doivent se voiler devant une autre catégorie, les hommes. Et donc, à ce niveau-là, il faut quand même pouvoir dénoncer cette pratique. Un dernier mot pour Rania Moufok et ensuite on vous passe la parole. Voilà que la polarité du voile est toujours là. Très rapidement, je ne voudrais pas apparaître comme quelqu'un qui fait l'éloge du voile. Non, non, je t'ai bien entendu. Personnellement, je ne le porte pas, je ne le porterai jamais de ma vie. Mais Leïla ouvre un débat. Elle dit, s'il n'y avait pas les islamistes, est-ce que les femmes... Oui, mais le problème, c'est qu'il y a les islamistes. Et la vraie question qui nous est posée, parce qu'en fait, je pense que les gens, quand on a des millions de femmes qui se mettent à porter un habit, ça doit nous poser une question. C'est-à-dire, pourquoi le modèle que nous étions héritières de ces femmes qui ont choisi de se dévoiler, qui était un moment de libération, pourquoi ce modèle n'est pas devenu le modèle de l'écrasante majorité de la population? Pourquoi aujourd'hui dans tous nos pays, que ce soit le Maroc, la Tunisie ou l'Algérie au Maghreb, la Turquie, lors des élections, ce sont des islamistes qui gagnent les élections? Ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire que le modèle démocratique occidental, dit des sociétés libérales occidentales, n'est plus un modèle. Et parce que derrière tout ça, il y a de l'histoire. On ne peut pas comprendre aujourd'hui, et je n'aime pas beaucoup ce terme de réislamisation, mais c'est pas très important. On ne peut pas comprendre aujourd'hui la montée de l'islam politique et ce retour, qu'il ne faut pas confondre avec le retour populaire à des pratiques religieuses, si on ne comprend pas les souffrances énormes que portent nos peuples. L'islam a été un grand parapluie de protection parce que les hommes sont devenus horribles. Et depuis tout à l'heure, on parle de décennie noire. C'est pas une décennie noire qu'il y a eu en Algérie. C'est une guerre intérieure. C'est frère contre frère. C'est une guerre civile. Fratricide, disait Karim. Pardon ? Un fratricide. Oui, c'est un fratricide. Vous savez, quand... c'est des sociétés qui sont dans une peur énorme du chaos. Et comme les hommes ont déserté le bien, on imagine que plus on va dire au Dieu qu'on croit en lui, qu'on l'aime. Et Karima Lazali, on en parlait très bien dans un livre magnifique qui s'appelle Le trauma colonial, et que toute personne s'intéressant à l'histoire contemporaine et plus globale de l'Algérie devrait lire, où elle montre très bien comment c'est un peu pour conjurer les peurs, histoire de dire au Dieu, regarde-moi, je suis un bon, je crois en toi, mais s'il te plaît, arrête cette souffrance sur terre. Quand c'est pas la guerre contre le colonialisme, quand c'est pas le colonialisme, quand c'est pas l'armée qui me tire dessus, c'est la terre qui tremble. Parce qu'en plus, nous avons, je sais pas pourquoi, le destin de nos histoires. Nous avons des terres qui tremblent, des oueds qui nous inondent, les morts se comptent par milliers, on sait plus comment les enterrer, les pleurer, et il nous est interdit de parler des malheurs
Dans nos pays, il est interdit de parler des malheurs par la loi. Donc moi, je pense que tout ceci n'a rien à voir. J'admire le travail que font des filles comme Leïla et tout, de lire le Coran, est-ce qu'on porte le voile dans le Coran, combien de sourates. Mais je crois que ça n'a rien à voir avec le fait qu'il faut le faire, parce qu'il y a un combat à mener, et le combat à mener contre l'islam politique, qui en effet est un courant politique extrêmement dévastateur dans nos sociétés. Mais la vraie question, c'est pourquoi les sociétés, de quoi s'emparent les sociétés? De quels instruments elles s'emparent pour se défendre? Quand on passe leur vie, quand on passe sa vie à vous faire tirer dessus, quoi, au bout d'un moment, on se dit, il y a peut-être une... Voilà. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir, je crois, avec... Et Harkoun, puisque tu travailles sur Harkoun, Leïla, dit la chose suivante que cite Karima Lazali. Si on veut comprendre l'Algérie, on comprendra plus ce qui se passe en Algérie quand on étudiera l'histoire de 130 ans de colonisation et de 50 ans d'indépendance, plutôt que de questionner l'histoire religieuse et comment on s'empare du Coran. Vous savez, on oublie. Moi, en Algérie, quand j'étais jeune étudiante, vous savez quel était le livre qu'on achetait comme on achète aujourd'hui le Saint-Coran, les hadiths de Bukhari et tout? Ben, c'était Karl Marx, le Capital. On a tous dans nos bibliothèques des 45 tonnes de tomes de Lénine dont on ne sait plus quoi faire et qui coûtaient 3 fois rien, comme aujourd'hui le Coran. Et le Coran en Algérie, vous savez, moi je suis d'une famille ouvrière et populaire, où il n'y avait quasiment pas de livres. Aujourd'hui, dans toutes mes familles où je vais, il y a un livre, c'est un peu comme la Bible de Gutenberg, c'est le Coran. Et les femmes s'en emparent et le lisent. C'est tout ça qu'il faut réfléchir. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette table ronde que nous avons essayé de faire. C'est-à-dire, je pense que pour penser le monde arabe, l'Algérie, le Maghreb et tout, il faut d'abord reconnaître que ce sont des pays impensés. On a tué le savoir sur nos sociétés. Et ça, ce sont des politiques qui le font. Il n'y a plus de sciences sociales, il n'y a plus d'anthropologie. Donc il reste l'idéologie qui remplit tout. Je vous parle d'un pays. Je suis journaliste depuis je ne sais pas combien, comme on dit en Algérie. Ah, t'as les anciennes. Oui, je suis une ancienne. Ok. Je couvre ce pays depuis des années. Et je vous parle d'un pays, en fait, qui est une terra incognita. Chaque fois que je vais quelque part, je suis sidérée par ce que je découvre et qui n'a rien à voir avec l'idéologie. C'est pour ça que les pratiques aujourd'hui, questionner les pratiques réelles des femmes, des hommes, ça peut produire du savoir. Les idéologies, ça tue. Ça dresse les gens les uns contre les autres. Nous nous sommes entretués au nom d'idéologie et de manière horrible et violente. Et nous portons ça. Et nous allons le porter pendant longtemps parce qu'il nous est interdit d'en parler. Pao Rencontre d'Averroès. Merci Rania Moufok.